de comment on peut faire de WordPress le maillon central de vos outils, en interne, en agence, en freelance, comme vous voulez. Qui je suis? Donc, moi, je suis designer de formation, donc rien à voir avec WordPress de base. Euh, Maintenant, je suis développeur web et WooCommerce chez BSA Web, donc c'est une agence sur Paris avec Alex, mon collègue qui est ici. Et j'essaie d'intervenir 2-3 fois pour présenter des sujets qui me tiennent à cœur, mais je suis pas toujours à l'aise, donc souvent j'essaie de combler ça par un peu de blague. Aujourd'hui, ce qu'on va dire, c'est que WordPress, parfois, c'est nul. Voilà. Petit disclaimer, par contre, je vais beaucoup tacler WordPress. C'est pas pour heurter qui que ce soit, c'est pas pour dire que les gens qui ont fait WordPress, ils ont mal fait leur boulot. C'est juste que c'est un logiciel qui a évolué dans le temps. Et aujourd'hui, WordPress, c'est mon taf à plein temps et c'est ce qui me fait manger. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est juste pour le taf. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir pourquoi WordPress c'est bien, pourquoi WordPress c'est pas bien, pourquoi on utilise WordPress et dans notre cas, des outils internes, comment on peut l'utiliser. Voilà, quatrième tranchée. Avant, j'aimerais bien juste savoir, pour adapter un peu le discours, qui fait quoi. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez lever la main éventuellement si vous êtes développeur? Ok. Si vous êtes chef de projet? Pas de chef de projet. Un petit peu, ouais, enfin, en un package global. Si vous êtes freelance, peut-être, non, c'est peut-être plus. Ouais, vous êtes free. Ok. Il y a des designers autrement? Ok. Il y a des gens qui font du builder ou Olivier, les mentors. Ok. Ça roule. Donc, pourquoi WordPress, c'est cool? Le premier point, c'est qu'il y a un nouvel éditeur, Gutenberg. Donc depuis la version 5.0 qui est vraiment super bien, on peut faire plein de choses avec. Je pense qu'au début, beaucoup de gens étaient réfractaires à ça, mais finalement, tout le monde se rend compte que c'est pas si mal que ça, que ça amène un peu de modernité dans la base de code de WordPress, ce qui était nécessaire, je pense. Il y a une super communauté, la preuve ce soir, hein, les 20 sûrement pour parler d'un truc un peu random. Donc ça amène beaucoup de plugins et des communautés actives. Des connaissances énormes aussi. Je ne sais pas si vous êtes sur le Slack WordPress francophone, mais c'est un truc de dingue quand vous commencez à rentrer dans WordPress. Le truc qui va nous intéresser ce soir, c'est l'interface d'administration. Ça fait des années qu'elle n'a pas changé dans WordPress ou par petites touches. Elle est très efficace, les gens sont habitués à ça. Et à titre perso, je trouve que c'est un des éléments qui est vraiment bien fait dans WordPress. La facilité de contribution pour l'utilisateur final, ça va avec l'interface d'administration, mais c'est facile de rentrer du contenu pour votre utilisateur à la fin. Et ce n'est pas le cas pour tous les CMS, voire pour les autres systèmes autres, type Wix ou etc. Et si on parle de dev un petit peu, les hooks, les filtres, etc., ça, c'est quand même un point qui est hyper intéressant. Donc, pour les non-devs, c'est la faculté de pouvoir se brancher à un certain endroit de l'exécution du code et de dire, bah, stop le code là, fais ce que je te dis, et après, reprends le code. Donc, ça, c'est quand même vraiment sympa. Pourquoi WordPress, c'est pas cool? Parce que la dette technique, elle est très, très importante. WordPress, c'est un CMS qui a 20 ans, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 20 ou 21, je ne sais plus. Ouais. 2001. Ouais, non, 22 ans. Qu'est-ce que vous appelez la dette technique? La dette technique, en fait, c'est quand on écrit un code à un instant T, donc en l'occurrence en 2001, forcément les bonnes pratiques évoluent, il y a des nouveautés qui sont apportées dans le langage, etc. Et pour que le logiciel il continue d'être performant, etc., il faut mettre à jour cette base de code. Le problème, c'est que WordPress l'a peu fait. Et donc, nous, on appelle ça de la dette. Et une dette, par définition, il faut la rembourser. Donc, voilà. WordPress, pour l'instant, ne le fait pas forcément bien partout, en tout cas. En tant que développeur, l'expérience de développement, elle est ouf. Si on se met sur d'autres frameworks ou d'autres CMS, il y en a qui font ça beaucoup mieux. Il n'y a pas de gestion de dépendance. Donc, ça, pour les non-développeurs, c'est en fait, on peut avoir des dépendances externes, des gens qui codent des bibliothèques qui peuvent nous servir. Et il y a des systèmes qui existent pour dire, moi, j'aimerais bien utiliser telle bibliothèque sur mon projet WordPress. Ça, quasiment tout le monde le fait. Tous les CMS, les systèmes de gestion de contenu du monde, sauf WordPress. Alors qu'il y en a un qui existe depuis
le 1er mars 2012, j'ai été chercher, qui est Composer et qui fonctionne très bien. Et on ne sait pas pourquoi ils s'y mettent pas. Ça fait partie de la bête technique. PHP 8, c'est la dernière version du langage sur lequel est programmé WordPress et on a vraiment beaucoup de mal à s'y mettre dans l'écosystème WordPress. Donc après, ça, les devs, ils savent globalement ce que c'est, mais les bonnes pratiques de code ne sont pas trop respectées, quoi. On va dire ça comme ça. Il y a des design patterns dans WordPress? Ben non, toujours pas. Les design patterns, c'est pareil, c'est une bonne pratique de code, et il y en a un petit peu, mais faut s'accrocher, quoi. Cela dit, j'ai qu'à contribuer. Le constat. WordPress, c'est très cool pour l'utilisateur final. Ça, on ne peut pas lui enlever. Franchement, ça équipe 40% des sites et c'est normal parce qu'au final, les utilisateurs, ils s'y retrouvent. Gutenberg, le nouvel éditeur de bloc, il apporte de la modernité. Alors, il va peut-être un petit peu trop vite pour, pour le corps de WordPress, mais bon, ça va se réguler. Et ce qu'on disait, l'expérience de développement, donc elle est vraiment pas ouf par rapport aux autres systèmes. Maintenant, ça nous ouvre un monde d'opportunités. Ce que l'utilisateur veut, au final, WordPress, il le fait bien. L'interface d'administration, le rendu d'un thème, ça, globalement, c'est très bien géré dans WordPress. Le dev, le code, WordPress, il le fait un peu moins bien. Mais ça, c'est pas grave, c'est notre partie, c'est en sous-marin. Là, on va commencer à parler d'outils quand même. Donc moi, j'interviens aussi en tant que freelance. Et je vous ai mis la liste des outils que j'utilise ici. Donc pour la facturation, j'utilise Dolibar, qui est un logiciel open source qui permet enfin, c'est un CRM ultra complet, très bien fait. Pour les suites de projet, j'utilise Notion et GitLab. Pour les tickets, les mails, Notion, les SMS, GitLab, les appels à 17h le vendredi, GetDo. Pour la messagerie, j'utilise les mails, Slack, enfin, c'est assez global. Pour la documentation, j'utilise Notion. Pardon. Moi, j'avais juste une petite question sur ticket. Pourquoi pas un outil de ticketing plus que les mails, enfin. Parce que sinon, tu me formes à coup. Non, non, mais pourquoi j'utilise un outil de ticketing? Parce qu'en fait, essentiellement, parce que je le fais avec GitLab. Ok. Oh, et pour le coup, ils ont un outil de ticketing qui est intégré et qui me convient très bien. Et, mais oui, enfin, tu as raison, on pourrait utiliser Redmine ou autre, en fait. Ouais. Comment? Pas Redmine. Pas Redmine. Je suis pas fan non plus. Donc après, la documentation, donc, on pourrait le faire avec WordPress. Je vous invite à suivre Alexandre si vous voulez en savoir plus. Et pour les documents commerciaux, j'utilise Google Drive, InDesign, ce que vous voulez. Alors là, petit disclaimer encore, ce qui va suivre, c'est pas forcément adapté à un cadre de grosse agence ou enfin, c'est adapté pour moi en tout cas. C'est plus un retour d'expérience qu'autre chose que je vais vous faire. En fait, je vais vous montrer comment on peut créer un outil de ticket avec WordPress. T'as compris. Donc dans WordPress, il y a les types de postes. Les types de postes, c'est les pages, les articles, les médias. Et donc moi, je vais en créer deux autres. Qui seront donc les issues, donc on peut considérer ça comme des tickets, et les commentaires. Après, il y a les méta. Donc les méta, c'est les informations que vous apportez à ces types de postes. Par exemple, sur ce que ça peut être. Sur un ticket, ça pourrait être la date d'ouverture du ticket, ou ça pourrait être la personne qui a ouvert le ticket, par exemple. On va utiliser des formulaires, et on va utiliser la fonction WP Mail, qui sert simplement à envoyer des mails depuis le serveur. Ça, c'est ce que j'aurais dit si je voulais le faire avec WordPress. Sauf que WordPress n'est pas fait pour ça. Pour la simple et bonne raison que si on part du principe que j'ai 100 tickets par utilisateur, enfin, par client, que j'ai 10 clients dans l'année, bah, ça fait 1000 tickets d'ouvert. Donc ça fait autant d'entrées en base de données qui sont rangées dans la même base de données sur WordPress. Il faut voir ça comme un gros classeur Excel et c'est assez mal rangé sur WordPress. Et donc moi, j'ai pas envie de le faire comme ça parce que ça veut dire que ça va être lent, que ça va alourdir mon site. Et ça veut aussi dire que si le développeur il veut aller voir le ticket pour le corriger, il va être obligé de se connecter au site du client pour voir le ticket, ce qui me paraît optimal. Donc voilà, une organisation en base de données un peu suspecte.
Et surtout, en fait, GitLab, il le fait déjà très bien, gérer des tickets. Donc, GitLab, c'est un outil qui nous permet de gérer notre code, de le versionner. Et donc, dedans, il y a un outil qui gère les versions, il y a un outil qui gère le ticket, il y a un outil qui gère les éventuelles évolutions que vous pouvez apporter, qui peut gérer le déploiement sur vos serveurs. Enfin, vous pouvez faire vraiment plein de choses. C'est vraiment un outil centré pour les développeurs. Et donc, moi, j'ai choisi de le faire avec GitLab pour la simple et bonne raison que ça permet de centraliser les tickets au même endroit, peu importe le projet. Ça permet d'assigner les tickets aux développeurs qui sont déjà sur cet outil dans mon cas. Et surtout parce qu'ils ont une API. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde sait ce que c'est une API? Ouais. Ok. Donc, on ne va pas demander aux clients de créer des tickets sur GitLab, ce qui serait perdu, parce que ça fait un site de plus à mémoriser, un identifiant de plus avec le même mot de passe très souvent. Donc, on va éviter. Et en plus, l'interface de WordPress, elle est déjà super bien. Donc, pourquoi on ne ferait pas une interface dans le site du client qui nous permette de créer des tickets sur notre outil à nous? On a une API, on peut utiliser des formulaires. On peut même le relier à Slack pour que ça nous envoie une notif si jamais ils ouvrent un ticket. Donc, on aura besoin d'un token pour l'API GitLab, un token pour l'API Slack, puis après, let's go. Côté dev, on fera une page de configuration. Donc, la page de configuration, ça sera juste pour rentrer nos différents tokens, justement. On fera une classe pour récupérer les entités de GitLab, les tickets, les commentaires. Une classe pour envoyer des notifications. Je dégrossis le truc, mais si vous voulez qu'on parle de code et qu'on voit ce que j'ai fait pour la démo après, il n'y a aucun problème. Et après, il y aura tout l'affichage dans WordPress, donc les formulaires, tout ce qui est style pour avoir une interface qui n'est pas juste du texte brut. Et du coup, utiliser la classe d'effet liste table qui permet d'afficher des articles dans les pages, comme vous voyez les posts, la liste de posts, la liste d'articles, etc. C'est le moment où je vous montre du coup comment ça tourne. Non, il y a. En vrai, c'est. Je vais juste montrer l'admin que j'ai faite pour que vous. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une page dans les réglages de mon site WordPress qui s'appelle client pas content. Donc, cette page, je suis désolé, c'est pas. Dans cette page, du coup, j'ai ma clé GitLab que je renseigne. Ensuite, une fois que j'ai inséré ma clé, je peux récupérer tous mes projets GitLab. Vous voyez, là, c'est tous mes projets qui sont sur mon GitLab perso. Et après, si je vais sur Slack, je peux aussi créer une clé API qui me permet d'envoyer des messages à Slack en allant taper une adresse en particulier. Donc, je peux enregistrer mes petits paramètres. Et donc après, le client, lui, ce qu'il voit, c'est ça. Donc, il a son interface client pas content. Il peut voir les tickets qui sont ouverts. Donc ça, les tickets, on peut voir nous, très bien. Les tickets, ils sont récupérés depuis GitLab. On peut aller voir directement sur le GitLab. Vous voyez, j'ai créé un repo exprès. Dedans, il y a un ticket. Sur ce ticket, j'ai un petit test pré-présentation que j'ai fait tout à l'heure pour être sûr que tout marche bien. Donc, on l'a ici. On peut aller le voir. Et quand on le voit, là, ça me récupère toutes les données que j'ai sur mon GitLab avec donc le titre, le numéro du ticket, hyper important, comme ça, si le client vous appelle, vous savez ou pas. Ça, c'est le client qui ouvre son ticket, donc il écrit le problème. Et après, là, j'ai absolument toutes les données que moi, j'ai rentrées depuis mon GitLab, auxquelles le client a accès ou pas, parce qu'on peut aussi définir un commentaire comme interne, auquel cas le client n'y a pas accès. Et après, si le client veut me faire un retour, il y a un petit formulaire où il peut me dire on l'ajoute, donc le commentaire a bien été ajouté. Ici, j'ai bien mon commentaire. Et puis, si je vais sur mon interface, j'ai bien mon commentaire qui apparaît ici. Donc, du coup, ça permet vraiment de centraliser tous les outils. Le client, il a juste à se connecter sur son site et il déclare le problème qu'il a.
et c'est réglé, quoi. On ne lui fournit pas une interface supplémentaire, il n'y a aucun problème. Et après, si vous faites un nouveau ticket, c'est pareil. Donc, il a un petit formulaire, tout, ouvert le ticket est créé, et puis comme je le vois, et moi, si je sur le ticket sur les tables, et bien, mon ticket tout a été créé. Et après, bah, je peux faire ce que je veux par rapport à mon GitLab, donc m'assigner le ticket. On pourrait même ajouter des commentaires ou autre. Bon, là, j'ai fait vraiment une version très très light pour la démo, mais on peut imaginer que dans le formulaire, on puisse ajouter des pièces jointes ou demander un contact en particulier, etc. On peut même imaginer qu'une interface qui rappelle nos coordonnées ou les personnes à contacter en cas d'urgence ou quoi que ce soit. Mais au final, le client, il a accès à tout ça depuis son interface. Ouais. On est là. Ouais. C'est dommage, ça perd de tout son charme. C'est pas le Gilles Jean-Claude Duss. Moi, c'est Jean-Claude Duss qui me dit un peu plus tard. Donc, en fait, la solution à tout ça, pour moi, c'est de garder ces outils. Pour la simple et bonne raison que vous les avez choisis, vos outils, ils vous conviennent. Ça sert à rien de réinventer la roue sur quelque chose. Ça vous fait des choses à maintenir, ça vous fait. Enfin, globalement, c'est beaucoup d'emmerde pour faire grand chose si vous permettez les personnes. Par contre, si vous avez des outils qui ont des API, bah, vous pouvez tout de suite les intégrer à votre WordPress. Et après, vous pouvez décider de. Après, c'est la magie de WordPress. Hein. Vous pouvez attribuer des rôles pour dire un tel a le droit d'ouvrir un ticket, lui n'a pas le droit, lui il a juste le droit de les lire, etc. Voilà, donc ça c'est pour la logique du ticket. Normalement d'ailleurs, je passe à ça, mais je vais prendre ici. Et comme je vous disais, je l'ai branché à Slack. Donc sur Slack, j'ai une application et quand il y a un nouveau ticket, bah, ça me met une notification avec le titre du ticket, le contenu, et je peux aller le voir directement sur ça. Et on peut très bien imaginer que demain, si on veut que le client il soit prévenu par mail, ben, on peut lui envoyer un mail, après on fait le développement qu'on veut autour de ça. Quoi. Donc voilà. La connexion avec Slack, elle serait depuis GitLab, c'est ça? Non, même pas. C'est Là, je l'ai fait directement, directement moi, parce que ça me permet vraiment de gérer les blocs que j'affiche dans Slack. Mais oui, on pourrait le faire depuis GitLab, parce qu'il y a déjà une intégration dans GitLab. Après, c'est vraiment pas compliqué. L'API Slack, Ouais. en gros, on va taper une URL, on dit envoie tel message avec tel bloc dedans, il le fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment pour moi la clé des outils qu'on choisit, c'est qu'en fait, une API, même si vous êtes sur WooCommerce, par exemple, bah, vous pouvez après taper l'API de votre CRM et ça permet de générer les factures. Sinon, bah, faut que quelqu'un génère les factures à la main. C'est tout de suite plus en faire. Et après, on pourrait pousser le bouchon. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je l'ai connecté qu'à GitLab et à Slack pour la démo. Donc, on pourrait très bien imaginer que je le connecte à Mondolibar où il y a toutes les factures, etc. Que je lui dise, bon, bah, sur ce site-là, c'est tel utilisateur dans Mondolibar. Donc, maintenant, on récupère tous les documents relatifs à cet utilisateur. Et bah, demain, le client, il veut sa facture. En fait, il l'a sur son site. Et pour autant, c'est pas stocké sur son site. Quoi. Pareil pour Notion. Si on voulait, au final, au début, je l'avais fait sur Notion dans mon ancienne boîte. Mais en gros, quand ça ouvre un ticket, ça venait ouvrir, quand ça venait taper une base de données Notion. Et c'est pareil, c'est qu'avec l'API, c'est très simple. On pourrait aussi utiliser l'API GitLab pour créer des utilisateurs à la volée. Là, le gros défaut de ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que quand le client poste un commentaire, c'est mon nom qui apparaît. Alors moi, je me souviens à peu près de quel commentaire j'ai posté ou non, mais le client ne sait pas. Donc ça, on peut le faire avec l'API GitLab. C'est assez simple à faire. Et après, on pourrait même aller encore plus loin, c'est-à-dire que GitLab il propose un suivi des temps passés, nativement. Moi, je vends des contrats de maintenance. Si, admettons, j'ai vendu 30 heures de temps de maintenance, on pourrait très bien imaginer que je me sers de GitLab pour saisir mon temps, que le client a quand même un visuel là-dessus, et après, derrière, que j'ai une tâche en cron qui vient de s'exécuter pour vérifier que le client n'a pas dépassé son quota horaire. Et s'il l'a dépassé, ça m'envoie un mail en disant signer un nouveau contrat au client. Donc voilà, on peut tout faire dès lors qu'on peut se brancher aux outils, peu importe comment ça fonctionne, même si c'est bien une base de données en direct, on peut. Ça, j'aime bien dire ça. WordPress est un outil. On peut en faire ce qu'on veut, peu importe la manière dont vous l'utilisez. Mais globalement, ça fournit juste quelques fonctions, beaucoup de fonctions, quelques API du code, et après, c'est à nous de faire le boulot. Du coup, je suis chaud pour parler tech ou autre autour d'un verre.
Pas du tout. Si vous voulez en discuter, bah après, évidemment, en présentiel. Mais ça peut être aussi sur Twitter. L'oiseau, c'est Twitter. Le petit cartable, c'est LinkedIn. Et la petite enveloppe, c'est un mail. Merci pour votre écoute. C'était assez court, mais Merci. et en vrai, j'aime bien WordPress. Vous avez des questions? On peut voir à quoi ressemblent les appels API. Oui, on peut. Bon, alors, petit disclaimer, par contre, si on fait ça, j'ai fait ça hier soir. Et je verrai pas la qualité extrême du code. Et puis en vrai, c'est pas déconnant, mais du coup, ça c'est mon plugin. Donc, une plugin, ce que je fais, c'est que c'est le fichier que j'initialise. Donc j'utilise Composer, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de gérer son plugin avec Composer. En gros, j'ai une classe configuration qui correspond à l'initialisation des menus et des champs d'options pour rentrer nos clés API, nos clés API, grosso modo, et l'ID du projet auquel on veut se brancher sur GitHub, et la création des menus. Donc là, j'ai le add menu avec client pas content. Ensuite, là, j'ai la fonction de rendu avec la MSCPI, register field. J'aime bien utiliser les constantes aussi, parce que je trouve que c'est bien pratique dans le cadre du développement. Ça permet de retrouver vite la clé qu'on a envie d'avoir. Et donc là, par exemple, on a l'appel pour avoir des projets. Donc c'est un VP Remote-Get, c'est basique, mais WordPress, faut pas lui enlever ça, toute son API pour faire la requête HTTP, elle est vraiment bien faite. Donc après, bah voilà, à la réception, enfin, je lui envoie le privé de token avec ma clé GitLab. À la réception, je les code le JSON. Et donc, du coup, via le JSON, je fais un select dégueulasse, comme ça, à la main. Et si jamais il n'y a pas de clé GitLab, je lui dis, bah, faut rentrer une clé GitLab pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est une clé GitLab. Ici, après, j'ai une classe asset, c'est juste pour charger ma script. Après, dans le client, il y a la partie visible par le client, à savoir le tableau de bord, ses tickets et la possibilité d'ouvrir un ticket. Ce qui se passe, c'est qu'en gros, je l'appelle à la même méthode. C'est ça que j'aurais peut-être changé. Euh, à la même méthode en fonction de si on a un ID ticket ou pas, et en fonction, j'inclus un fichier de templating, on va dire. C'est pareil pour le nouveau ticket. Et après, au niveau du GitLab, je me suis fait des petits repositories. Où en gros, bah, ça vient chercher mon commentaire en fonction de son ID. Alors, c'est le EID, alors je sais pas ce que ça veut dire quand il y en a deux comme ça. Mais en gros, c'est le numéro dans le projet. C'est-à-dire que l'ID dans GitLab, ça va être 5 992 000 machin. Et dans mon projet, ça va être 1. Et ce qu'il faut récupérer pour y avoir accès. Et donc après, j'ai une méthode find all qui permet de tous les chercher, enfin de tous les récupérer. Ça, c'est pour les commentaires. Et après, j'ai une méthode create qui elle est en post, où bah, je passe le contenu. Pour les issues, c'est pareil. J'ai une méthode find all. En vrai, ça, on aurait pu l'interfacer, même si on va plus loin encore dans le code, on pourrait l'interfacer et faire en sorte que ça implémente une méthode, enfin, une interface repository. Et comme ça, on est sûr qu'on a tout le temps les mêmes méthodes et que c'est un petit peu après. Là, je récupère le total, dont je vais pouvoir me servir dans la classe de Tellistab. Là, après, j'ai fait une méthode de find by ID pour récupérer par ID à chaque fois. Et pareil, une méthode create avec un remote post.
Et après, c'est vraiment de la configuration, hein. C'est-à-dire que j'ai une classe constante qui contient l'URL de GitLab, de l'API pour éviter de la retaper à chaque fois. Après, on va taper project. Après, on va taper le project ID qu'on a enregistré dans nos settings. Et après, du coup, c'est pas moi qui le définis, c'est plus l'API GitLab. Voilà. Et pour cela, que j'ai un notification manager. Ça, je l'ai appelé comme ça, mais en soi, il aurait fallu que je fasse une étiquette plus pour gérer toutes les notifications. Parce que si demain, je veux, par exemple, gérer la notification d'un commentaire, bah, ça m'oblige à créer une méthode send comment, alors que c'est pas très propre, quoi. Enfin, au final, on peut vite se retrouver avec beaucoup de méthodes dans cette classe, alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Mais après, si vous voulez juste faire des appels API pour vous marrer, enfin, pour vous marrer. Il y a, enfin, moi, j'utilise Insomnia. Donc Insomnia, en gros, vous mettez là, vous mettez votre requête. On n'est pas très bien. Vous mettez votre requête, donc ça, c'est pareil. Il y a un truc un outil sur GitLab, sur Slack qui permet de construire son contenu bloc par bloc. On n'est même pas obligé de coder pour savoir faire ça, en fait. Et après, là, vous venez taper, donc ça, c'est le coup que Slack vous donne quand vous lui dites je veux créer une application. Donc ça, c'est pareil, vous le donne, on n'a plus qu'à l'utiliser. Et en fait, si je fais send, en théorie, moi, je reçois. Là, voilà, j'ai reçu mon appel, il a fonctionné parce que récupérer le titre, la description. Parce que je l'ai fourni ici. Récupérer le titre, la description. C'est juste ça. Et donc, du coup, ça permet de vraiment tester les requêtes comme il faut. Il y a Postman qui existe aussi. Et après, bah, c'est juste des fichiers de templating. Et c'est là où c'est vraiment dégueulasse. Euh, voilà. Donc, en gros, bah, ticket table, ça étend, enfin, ça étend la classe VP liste table. Quand on parlait de dette technique, cette classe-là, c'en est un exemple assez frappant, c'est que elle n'a pas dû beaucoup changer au fil des années. Aujourd'hui, quand on veut l'étendre, ça devient vite une galère pour pas grand-chose, quoi. Donc, l'étendre, c'est soit surcharger des paramètres, soit lui ajouter des possibilités. Enfin, donc après, ça c'est pour faire un nouveau ticket. Voilà, on a un magnifique formulaire en PHP de notre approche. Et après le formulaire, avec là on voit le magnifique pour le titre, pour la description. Et quand on valide le formulaire, ça envoie. C'est ça. En gros, tout au début, là, il y a un magnifique set post. Donc si j'ai cliqué sur le bouton, ça va remplir une variable globale qui s'appelle post. Où dedans, il y aura du coup un nonce. Donc un nonce, c'est une méthode pour vérifier, de sécurité pour vérifier. On fait une méthode de robot, enfin celui pour le CSRF, comme ça. Et donc si jamais il y a ça qui est défini, ça veut dire qu'on a bien validé le formulaire. Donc je vérifie juste s'il est valide avec la méthode qui est fournie par WordPress. Et si oui, bah, du coup, je vais récupérer le issue, je vais lui dire bah, crée-moi un ticket. Voilà, je vais le créer. Et là, je vais lui dire bah, dis-moi ce que l'API a répondu. Et puis après, bah, dans ce que l'API a répondu, du coup, j'initialise un objet qui permet de gérer les notifications. Là, je crée un tableau, en gros, Notification Manager send, ça envoie la notification à Slack. Et donc, du coup, dans le title, je vais récupérer le titre de notifié créé, la description de notifié créé et l'URL de notifié créé qui m'est renvoyé par l'API GitLab. Voilà. Et du coup, si c'est ça, bah, ça me renvoie une petite notice comme quoi le ticket a bien été créé. Et après, ça m'affiche en dessous, le formulaire pour créer un fichier. Donc, en soi, il y a vraiment pas beaucoup de code pour ce que ça fait, mais dans un sens, c'est normal, parce qu'il n'y a aucune logique métier dans ce que j'ai fait. C'est vraiment tout est centralisé sur GitLab. Et après, il y a juste un petit peu de CSS, de CSS pour gérer le style. Et il n'y en a pas beaucoup, il y a 130 lignes. Et c'est tout. Ça, vraiment, c'est si on voit un peu l'API, comment elle fonctionne, comment se servir d'une API, et si on a une petite expérience avec l'API GitLab, en vrai, en 4-5 heures de temps, on a un outil comme ça qui est certes imparfait et qui demande à évoluer, mais qui a le mérite de tourner.
Désolé, c'était un peu plus technique. Mais... D'autres questions? Oui, j'ai une question un peu intéressante. Oui. Alors, oui. Pareil, tout à l'heure, l'exemple de cet outil sur le site du client. Ouais. OK. Mais c'est dans quel cas, effectivement? Bah, par exemple, moi, en freelance, j'ai des clients. J'ai pas envie qu'ils m'envoient un mail pour ouvrir un ticket. Parce que j'ai Jean-Michel qui va, j'espère qu'il n'y a pas de Michel moi, qui va m'envoyer un mail. J'ai un tel qui va m'appeler au téléphone. Oui, je comprends. Et en fait, on centralise rien. Alors que s'ils ont un outil qui est directement sur leur site, en fait, quand ils voient un bug, c'est qu'ils sont sur leur site. Donc, bah, du coup, ils se connectent, hop, ils ouvrent le ticket et basta. En fait, c'était plus belle chez toi, c'est une installe sur le site du client, mais si le site du client n'est pas cher. C'est une très bonne question. Il m'appelle, mais au moins, je sais que c'est grave. Non, mais non, on est bien d'accord, quand c'est imparfait, donc il plaît. Après, si on voulait, enfin, moi, mon idéal, ce serait même de moi me faire une petite API qui permet de gérer les tickets. Parce qu'il y a beaucoup de tickets, c'est de la recette ou c'est juste de la configuration ou plus du support que du développement à proprement parler. Ce serait sous info ou un truc comme ça. On fait une API qui gère ça et quand c'est vraiment un ticket qui concerne le développement, là, on le balance à GitLab. Et au final, ils auraient une interface pour se connecter, mais ça fait un autre outil. En fait. C'est toujours pareil. L'idée, c'est vraiment de centraliser tous les outils. Il n'y a pas de raison que le site plante. Ça n'arrive jamais. Ouais, souvent fait le problème. Déjà, on dit que c'est imparfait, mais c'est imparfait pour l'utilisateur ou c'est imparfait pour nous, techniciens, développeurs, quand vous recevez l'info. Alors, quand on reçoit l'info, là, moi, ça me convient. Enfin, la seule évolution que je verrais, c'est on pourrait ajouter des règles d'urgence, on pourrait ajouter des pièces jointes. En fait, ce qu'on peut faire vraiment sur GitLab, vraiment. Après, techniquement, c'est imparfait dans le développement puisque c'est conduit en peu de temps et voilà, on pourrait l'améliorer. Mais après, Pour l'utilisateur. l'utilisateur, il peut ouvrir son ticket, il peut. Le seul truc, c'est que oui, là, pour l'instant, il peut pas ajouter de pièces jointes, il peut pas. S'il a résolu son problème, il peut pas mettre en résolu. Il y a toute la notion, voilà, de contexte autour de ça qui est pas bonne, quoi. C'est-à-dire que là, c'est comme s'il m'envoyait un mail sans pièce jointe, sans rien. Donc, c'est pas cool quand on veut résoudre un ticket, parce que très souvent, quand on dit que ça marche pas et qu'on sait pas où ça marche pas et qu'on sait pas comment ça ne marche pas, en anglais, c'est quand même très, très dur de résoudre le problème. Ouais, donc c'est toujours en temps de dev, le temps de dépôt, parce que vous avez de relancer Ouais, l'utilisateur en disant oui, pourquoi, comment, Oui. il faut une grande Après, ça, c'est pas utilisé en prod. Hein. C'est vraiment pour la démo. Ok. D'autres questions? Non